Eudes, vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et écrivain. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le harcèlement fusionnel, les ressorts cachés de la dépendance affective, et plus récemment, Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire le comportement d'une personne dépendante affective dans son quotidien ? Il y a un certain nombre de critères qui ont été définis par des diverses classifications internationales, dont celle de l'OMS, la CIM-10, qui donne un certain nombre de critères pour définir ce qu'on appelle la personnalité dépendante. Donc dans ces critères, on a, alors je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais enfin les plus représentatifs, la difficulté par exemple à se lancer dans des projets tout seul, la tendance à vouloir être validé par les gens qui nous entourent, la difficulté à faire confiance aux liens, ça c'est le plus important. La difficulté à se sentir à l'aise dans une relation amoureuse par exemple, la tendance à se précipiter dans une autre relation dès qu'une relation finit. Voilà. Il y a encore d'autres critères, mais globalement, c'est ces critères-là qui peuvent signer la dépendance affective, en tout cas la personnalité dépendante. Alors justement, comment on peut reconnaître si on est soi-même dans une relation amoureuse, qu'on est dépendant affectif ou juste qu'on est un peu accroché? Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous aurez des comportements un peu excessifs. Et généralement, c'est d'abord des comportements de jalousie, c'est-à-dire une inquiétude permanente sur ce que fait l'autre, pourquoi il ne répond pas à mon message alors que j'ai écrit il y a 5 minutes. Donc cette impatience, la jalousie qui amène évidemment à imaginer qu'il se passe des tas de choses, la tendance aussi à fouiller les affaires comme le téléphone portable ou les poches. Voilà, ça, ce sont des comportements qui laissent penser qu'il y a une vraie dépendance affective et puis surtout, il y a une souffrance, une vraie souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans la dépendance affective fondamentalement? C'est que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre seul. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas vivre seul chez vous, dans votre maison. C'est que sans la proximité, sans le lien à l'autre, vous vous effondrez. Donc ça signe vraiment la dépendance affective. Et pourquoi on croit ça? Ah ben ça vient de l'enfance, ça vient du stade qu'on a atteint, du stade de maturation qu'on a atteint, et puis surtout de ce qu'on appelle le style d'attachement qu'on développe dans l'enfance. Donc ça se passe avant l'âge de 1 an. On sait qu'à partir de 1 an, on peut repérer le style d'attachement chez les bébés. Il y a une expérience célèbre qui s'appelle la situation étrange, qui a été mise au point il y a des années de ça, dans la théorie de l'attachement, par une femme qui s'appelle Mary Ainsworth, qui a travaillé avec John Bowlby, qui est le fondateur de la théorie de l'attachement en psychologie. Et on soumet des enfants qui viennent avec leur maman à 7 séquences. Donc la mère joue avec l'enfant joue tout seul, la mère sort, revient, un inconnu entre dans la pièce, et la mère sort, et enfin la mère revient. Et quand la mère revient, on regarde comment réagit le bébé. Le bébé qui a été lâché par sa mère, comme ça, qui est sorti, qu'il a laissé avec un inconnu et qui est revenu. Alors il y a 3 types de profils. Il y a un type qui est sécurisé, donc l'enfant voit revenir sa mère, il tombe dans les bras, il est content, et même s'il a un peu pleuré entre-temps, il retrouve très vite sa joie. Et dans les 2 autres cas, c'est pas du tout ce que le bébé fait. Le bébé va, dans un cas, il va être évitant. Il va faire comme si sa mère n'était pas là, comme quand on boude. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un critère, le fait de bouder très fortement comme ça et de ne pas pouvoir revenir. Et puis dans l'autre cas, c'est une colère presque impossible à calmer, quoi. Donc le style d'attachement se forme très tôt dans le rapport aux parents, et puis après, il reste toute la vie. Si on peut le changer, mais si on le change pas, il reste stable. En fonction de quoi on n'a pas le même style d'attachement à ses parents? Alors ça, on peut donner des explications. Il y a des tas effectivement d'explications dans les manuels de psychopathologie. C'est souvent, alors on va souvent citer parfois des parents maltraitants, mais dans leur écrasante majorité, les parents essayent de bien faire en général. Sauf que même quand on essaye de bien faire, par exemple de couver ses enfants, de les protéger, un enfant surprotégé, par exemple, pourra devenir dépendant. Et puis il y a des choses beaucoup plus subtiles, des parents qui ne sont pas faciles à lire dans leurs réactions. Alors c'est très difficile pour un enfant de 1 an, 2 ans de comprendre s'il a le droit de faire un câlin ou pas, ou si ses parents sont disponibles ou pas, vous voyez. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qui est assez subtil. Puis après, évidemment, s'il y a des maltraitances, évidemment que vous avez de grandes chances d'être, entre autres, dépendant affectif. Quand vous dites qu'ils n'arrivent pas à lire le comportement des parents, est-ce que vous parlez des injonctions paradoxales? Par exemple, oui. Vous pouvez développer un peu? On dit une chose et son... ça peut être une mère, par exemple, qui va repousser son enfant parce qu'elle a chaud, parce que c'est pas le moment, et puis qui en même temps pourra lui reprocher de ne pas être très câlin.
alors qu'elle-même l'a repoussé. Voilà, on pourrait multiplier les exemples de ce genre qui sont effectivement des injonctions paradoxales. Vous n'avez jamais la possibilité d'avoir la bonne réponse, en fin de compte. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a le fait d'être couvé, par exemple. À quel moment est-ce qu'on élève les enfants dans la responsabilité de ce qu'ils sont? Donc si on les couve ou si on estime qu'un enfant ça obéit point final, ça ne prend pas de responsabilité, même à son niveau, hein, j'entends. À ce moment-là, vous faites des gens qui vont être toujours dépendants des autres. Vous voyez? Évidemment, il y a tout ce qui est violence psychologique et autres. Je voulais rajouter que ce qui peut amener à devenir dépendant affectif, c'est le fait que vous avez été parentifié. Donc, vous pouvez développer, nous expliquer comment on est parentifié, quel est le comportement des parents et ce que ça induit du coup chez l'enfant. Alors, être parentifié, c'est chez l'enfant parentifié, c'est un enfant sur qui on fait porter des responsabilités beaucoup trop lourdes, qui d'ailleurs ne sont pas de son âge et qui n'est jamais reconnu pour ce qu'il aura apporté. Exemple, une mère dépressive effondrée qui va demander à l'un des enfants, par exemple, de s'occuper des autres enfants ou de porter des responsabilités parfois administratives, parfois financières, qui ne sont absolument pas de son âge. Vous voyez, et qui ne sera jamais reconnu dans ce rôle-là parce que c'est difficile pour la mère de démissionner, de dire moi je me laisse porter par mes enfants, ou le père hein, d'ailleurs. Hein, voilà, donc la parentification, c'est faire porter sur les épaules des enfants des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Alors ce qui se passe souvent, c'est que ces enfants sont sages, plutôt bons à l'école, plutôt droits. Ils s'intéressent plutôt à des gens plus âgés qu'eux parce qu'ils s'imaginent être plus matures. Souvent ce qu'ils disent c'est ça, moi j'ai été plus mature que les autres. Et en réalité, c'est un faux semblant, parce qu'arrivés à l'âge adulte, ils s'aperçoivent qu'ils sont en retard par rapport aux autres. Ils n'ont pas maturé, justement. Et donc, ils ont peur de tout. Évidemment, la question de la peur est omniprésente. Pourquoi ils ont peur de tout? Parce qu'ils sont toujours en position d'enfant. Ayant cru être plus mûrs que les autres pendant quelques années, ce qui dans les faits était assez vrai, mais pas émotionnellement, ils arrivent à l'âge adulte sans avoir maturé, et du coup, ils y sont en position d'enfant. Pourquoi leur développement émotionnel ne s'est pas fait du fait qu'ils ont été parentifiés? Ça, c'est un peu mystérieux aussi. Je sais que j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai qu'on sait peu de choses en psychologie en général. Mais en tout cas, on le constate. On constate que si on vous parentifie... il y a une part de soi qui ne grandit pas. Il y a une part de soi qui ne grandit pas parce qu'on ne vous fait pas porter les vraies responsabilités... de son âge. De son âge, et puis des responsabilités aussi plus importantes qui sont se situer dans le temps, dans l'espace. Combien d'enfants connaissent les noms des rues autour de chez eux? Combien d'enfants sont capables de se situer dans la relation avec l'empathie, etc. C'est compliqué, hein. Donc ça vous fait sauter des étapes, finalement, et vous arrivez à 20 ans en position d'enfant, c'est-à-dire avec une position basse qui vous fait tout voir comme une montagne. Vous avez peur de téléphoner, peur de parler aux gens, peur de prendre la parole, etc. Enfin, peur de votre corps, on pourrait les citer, j'en cite beaucoup dans mes livres. Hein. Alors que vous avez eu une position de parent-enfant. C'est paradoxal. Et même de parent de votre parent. Ouais. Mais ça a l'air paradoxal, mais c'est vraiment ça vous permet... En fait, ça vous maintient quand même en position d'enfant. Donc c'est un faux semblant, encore une fois. Hein. Donc ça ne vous permet pas de grandir. Et d'ailleurs, il y a des tas d'adultes qui sont encore parentifiés par leurs parents. C'est-à-dire les parents âgés dont il faut s'occuper, ou pas âgés d'ailleurs, hein, mais malades, dépressifs, tout ce que vous voudrez. Et ces gens s'imaginent être plus mûrs que les autres parce qu'ils s'occupent de leurs parents. Parfois, ils disent même j'engueule mes parents parce qu'ils ne se comportent pas bien et tout ça. Et ça, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de jouer le rôle du parent de vos parents. Il faut vraiment, et peut-être on va aborder la question, être à égalité, à la bonne hauteur. C'est ça, être à la hauteur. Et comment on fait justement si les parents nous demandent implicitement ou explicitement d'avoir ce rôle de parent d'eux-mêmes? Alors déjà, il faut le refuser. Donc comment on le refuse? Alors en général, dans ce type de situation, vous avez un parent qui va émettre des plaintes. Je suis pas bien, je suis malade, et tous les jours, et plusieurs fois par jour, qui va émettre des reproches, et qui va demander des conseils. Alors c'est les 3 points que je conseille de vraiment regarder, c'est-à-dire, j'appelle ça PCR, hein, pour faire un petit clin d'œil à la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire plainte, conseil, reproche. Donc il faut absolument laisser la plainte, si votre parent se plaint par exemple, ne pas enchaîner avec des conseils ou des reproches. Juste faire preuve d'empathie, de dire bah oui, t'as mal, c'est sûr, ça fait mal.
ou poser des questions. Si le parent demande des conseils, ne surtout pas en donner, sauf dans les cas où c'est très pertinent, évidemment, mais ça ne peut pas être systématique. Donc les conseils, bah, vous faites le psy, vous renvoyez la question, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais? Parce que ce qui se passe en général, c'est que vous avez donné plein de conseils, qui vont être un peu des reproches larvés, souvent, ou des ordres. Et ces conseils, l'autre les connaît par cœur, le parent. Et donc en général, il les refuse. Et il ne fait pas ce qu'il faut. Tu devrais arrêter de boire, tu devrais prendre des antidépresseurs ou consulter, etc. Et donc il faut sortir de ce jeu PCR. C'est la règle PCR que j'explique dans mes livres et mes séances. Et à l'inverse, quels effets vont avoir le fait qu'un enfant est trop couvé par ses parents? Comment il va évoluer du coup? Et quel adulte il va devenir? Il va devenir un adulte qui est collé, qui reste collé à ses parents. C'est vraiment un collage, hein. Et donc pas un adulte en fait. Donc le travail en psychothérapie, c'est de se décoller. Qu'est-ce que c'est un adulte collé? Parce qu'il y a plein de gens qui sont Ah collés oui, à leurs parents, alors, mais pour autant, ils ont une vie, ils ont un travail, ils sont même mariés. d'accord, Oui. il y a deux cas. Alors, coller, ça veut dire, alors très concrètement, appeler sa mère 3 fois par jour, être, demander des conseils sans arrêt à ses parents, accepter des aides financières qui sont un peu une laisse dorée. Je connais comme ça des gens dont le loyer payé par les parents, la carte de métro, enfin le téléphone, des gens qui ont 30, 40 ans, hein, quand même. Donc alors qu'il y a d'autres moyens de donner de l'argent, on peut faire des donations, tout, mais une espèce de mensualisation de la relation, vous voyez. Et puis dans d'autres cas, il y a des gens qui diront ah non, non, moi ça ne me concerne pas, parce que moi j'habite à 2000 km de mes parents et je leur parle 2 fois par an. Pour autant, ils sont quand même collés aux parents intériorisés. C'est-à-dire que les parents ont infusé finalement la personnalité, le corps, l'esprit, et c'est les parents qui parlent à travers eux, ils ont les mêmes habitudes, les mêmes croyances, et puis surtout ils les voient ici, au-dessus d'eux, en surplomb, vous voyez. Donc secrètement, enfin c'est souvent le cas, ils se disent quand ils seront morts, je pourrai enfin être moi. Et vous avez comme ça des gens qui à 40, 50 ans, n'osent pas fumer devant leurs parents, n'osent pas présenter leur compagnon ou leur compagne. Vous voyez, à 45 ans quand même. Donc, si vous n'êtes pas capable de trahir vos parents, ce que je veux dire par là, c'est de leur dire que vous avez investi de l'affectivité ailleurs qu'en eux, ailleurs que dans la famille, vous ne pouvez pas grandir. Vous restez l'enfant de vos parents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement qui vient des parents en faisant une espèce de chantage émotionnel? Oui, alors là, on va commencer à frôler la question du harcèlement, parce que s'il y a du chantage, évidemment, il y aura du chantage émotionnel, parce que dans un premier temps, les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant prend des distances. Moi, je dis aux gens qui consultent, si vous pouvez leur expliquer le travail que vous faites, expliquez-leur. Il ne s'agit pas de les quitter, il ne s'agit pas de rompre, il s'agit de remettre des limites là où elles doivent être. Vous voyez, quand vous avez une mère qui partage avec son enfant adulte sa vie sexuelle, qui lui raconte tout et qui se raconte tout, j'avais encore quelqu'un comme ça ce matin, c'est pas possible. Il y a pas, les limites n'ont pas été installées, vous voyez. Donc en dehors du fait que c'est incestuel, vous pouvez pas tout partager, raconter tout à vos parents du soir au matin, tout ce qui vous arrive. J'avais une autre personne qui mettait son agenda chez ses parents le double. Donc à tout moment de la semaine, les parents pouvaient regarder sur le mur, tiens là elle est chez le médecin, là elle est au boulot, etc. Donc c'est ça, mettre des limites, c'est très concret. Et c'est ça un adulte, hein. La définition de l'adulte pour moi, c'est quelqu'un qui met des limites et qui les respecte. Alors justement, ça peut être peut-être intéressant à ce moment de l'entretien que vous fassiez la différence nette entre un adulte psychologiquement et un enfant Ah ben, psychologiquement. c'est ce que je viens de dire. L'enfant, c'est du chaos, de l'impulsivité, il n'y a pas de limite. Donc il y a deux modalités, soit il efface les limites, c'est-à-dire on est collé aux parents, à qui on doit une loyauté absolue quand on est petit, hein, mais plus quand on est grand. Soit il dépasse les limites, donc il casse tout, il s'en fiche complètement des conséquences de ses actes. Donc ça, c'est les deux extrêmes de la position immature, hein. Et dans les deux cas, on fait comme s'il n'y avait pas de limites. On fait comme, hein, parce que des limites, il y en a. L'adulte, c'est très clairement ça. C'est quelqu'un qui pose des limites et qui les respecte. Déjà qu'il les voit, hein. Alors pour vous donner un exemple un peu moins théorique, dans la nourriture par exemple, si vous avez une forme d'immaturité comme ça qui est restée, alors vous allez penser que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, et pourquoi pas, mais vous allez le payer avec l'obésité.
Vous allez le payer avec des maladies, avec vous vous sentez pas bien, et tous les jours vous direz j'ai encore trop mangé, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu les limites. Donc je travaille aussi sur ce problème spécifique. Et là, c'est simple, c'est de regarder les doses que vous devez manger et même de les peser. Parce que pour les gens qui font 150 kg, 120 kg et qui ont vraiment un gros problème avec ça, il faut en passer par là. C'est pas pour des raisons nutritionnelles, c'est pour la question de la responsabilité. Voilà, quand vous pesez ce que vous avez à manger, vous voyez le chiffre et vous mettez de la conscience. Et le simple fait de faire ça va couper un petit peu à la racine tout ce qui est de l'ordre de schéma, d'automatisme qui vous pousse à manger et à devenir hyperphagique, boulimique ou parfois anorexique dans l'autre sens. Vous voyez ? Et si je dois définir la responsabilité, c'est juste ça. Être responsable, c'est être présent à soi-même. Donc je suis là et je suis conscient de ce qui se passe. C'est ça la responsabilité. Je peux répondre de ce que je fais et de ce que je pense. Et alors, la personne, une fois adulte, vous le disiez tout à l'heure, va finalement se comporter dans sa relation amoureuse de la même manière qu'elle s'est comportée avec ses parents, c'est ça ? Tout à fait. Vous pouvez nous l'illustrer par exemple ? Absolument. Ce qui se passe en général, c'est dès la rencontre d'ailleurs. Dès la rencontre, même si c'est un peu caché parce qu'on va se rencontrer au restaurant, je sais pas où, et qu'on va essayer de faire bonne figure, hein, en général dans le processus de la séduction, en général, il y a très vite des demandes infantiles qui sont faites, de part et d'autre d'ailleurs, parce que s'il y a un amour, disons, réciproque et qu'il y a une forme de passion, si vous avez quelqu'un en face de vous qui dit valorise-moi, parce que j'ai pas trop d'estime personnelle, encourage-moi, valorise-moi, ça va vous paraître naturel de dire bah oui, je vais le faire, je vais te valoriser, t'es quelqu'un de bien, t'es super, tu vas y arriver. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que cette demande d'être valorisé, protégé ou ce que vous voulez, c'est une demande infantile, c'est une demande d'enfant qui n'est pas capable de se valoriser tout seul. En y répondant, vous allez maintenir l'autre dans cette position d'enfant qui fait une demande à un parent surplombant. Protège-moi, valorise-moi, etc. Donc vous n'allez pas le faire grandir. Et comme vous faites aussi des demandes infantiles, chacun va répondre aux demandes infantiles et à la fin, vous avez un couple d'enfants. Et donc si vous le repérez tout de suite, vous savez déjà que le couple ne va pas durer ou qu'il va durer, mais que ça va mal finir, comme on le sait souvent. Et est-ce qu'on n'en fait pas tous un peu quand même ou... Oui, alors c'est une question de dosage. Après, il y a des moments, effectivement, où peut-être vous avez besoin, et c'est pertinent hein, d'être, quand vous remonte le moral, etc. Mais là, je parle de quelque chose qui est systématique, qui est un mode de fonctionnement, qui est une posture. Vous voyez ? Donc il faut sortir de cette posture et dans le couple amoureux, l'idéal, c'est non pas de s'appuyer sur l'autre, mais de s'appuyer sur la relation. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire que l'autre, si vous lui faites des demandes, il va y répondre, et donc vous vous appuyez sur l'autre à qui finalement vous déléguez des choses que vous devriez être capable de faire vous-même. Alors que la relation, vous appuyez sur la relation, c'est être à la hauteur de l'autre, c'est vous dire que vous sentir sécurisé dans cette relation qui vous permet de vous valoriser vous-même, de vous valider vous-même aussi. Vous voyez, c'est très différent. Et donc, vous pouvez repérer ça quand vous rencontrez quelqu'un et que vous faites « c'est marrant, moi ça marche jamais, je tombe toujours sur tel et tel profil ». Mais repérez les demandes infantiles de l'autre. Si vous les repérez, et s'il n'y en a pas, tant mieux, enfin, s'il y en a peu, quoi. Alors justement, parce que vous disiez « ah, je tombe toujours sur ». Donc a priori, c'est peut-être que nous, on a toujours le même comportement. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Vous avez des demandes qui correspondent à... Et alors ça va coïncider avec les demandes de l'autre, et vous dites, tiens, on s'apprécie, ça fonctionne. En réalité, ce qui fonctionne, c'est vos demandes d'enfants, quoi, infantiles, voyez. Qui vont correspondre avec la demande infantile de l'autre aussi. C'est ça, on va se trouver tous les deux, on va se dire, on est passionnés, on s'aime, donc on crée une espèce de fusion. Il y a toujours une fusion dans l'amour, hein. Et ça masque un peu le fait que ça va durer quelques mois, puis après ça sera quelque chose d'un peu plus raisonné. Et où vous aurez besoin de grandir, et non pas d'être maintenu dans un... Mais ça vaut aussi pour la jalousie, hein, c'est-à-dire rassure-moi sur le fait que le lien est solide. La jalousie, c'est une demande aussi. Donc vous le voyez, quand les gens ne sont pas très sécurisés dans la relation, il faut que vous fassiez un peu violence pour vous dire... D'abord, je fais confiance à la relation, et deuxièmement, faire confiance, c'est aussi imaginer que ça peut rompre. Vous voyez ? C'est ne pas le sortir complètement de sa tête en disant ça n'existe pas, si, ça existe. Même les personnes les plus proches de vous peuvent vous trahir d'une manière ou d'une autre. Et faire confiance, c'est ça, c'est accepter cette incertitude-là. Vous voyez ? Prendre ce risque. Donc là, on est aussi sur la peur de l'abandon, quelque part ? Complètement.
complètement. Mais ça marque, ça signale vraiment ce que c'est qu'une personne dépendante. C'est toujours cette peur de l'abandon et surtout la peur que, étant abandonné, vous allez être anéanti. Pourquoi on croit ça? Parce que vous n'êtes pas capable d'être votre propre père, comme on dit dans l'approche existentielle, ou votre propre mère, c'est-à-dire de tenir debout tout seul, sans être attaché à l'autre. C'est un peu comme si vous viviez en montagne, au-dessus d'un précipice, rattaché à une corde, qui est tenue par l'autre en général. Bah, si la corde casse, vous dites, bah, je vais tomber dans le gouffre et disparaître. Alors tout ça est fantasmé, hein, puisque c'est pas du tout vrai. Mais psychiquement, c'est très puissant. Les femmes battues qui n'arrivent pas à quitter, par exemple, ou les hommes battus, hein, qui n'arrivent pas à quitter leur conjoint, alors même que leur vie est en danger, c'est là que ça se joue. Vous ne pouvez pas dire bah, va-t'en. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que lui dire va-t'en, ça veut dire jette-toi dans le précipice. Comment on fait ça? Donc il faut d'abord reprendre sa croissance, grandir émotionnellement et arriver à admettre, à comprendre qu'on ne va pas être anéanti si on perd un objet d'amour. Enfin, donc c'est une croyance. Oui, c'est une croyance, bien sûr. Oui. Donc cette peur de l'abandon qui fait qu'on devient dépendant affectif quelque part, puisqu'on va rechercher en permanence, si je comprends bien, c'est le résultat de ce qu'on a vécu soi-même quand on était petit, Ouais. où là, pour le coup, on ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Non, exactement. Vous avez encore cette pensée du bébé, hein, j'irais même jusqu'au bébé qui, effectivement, ne peut pas survivre tout seul. Si les parents ne sont pas là, il meurt. Bon, le petit bébé, le nourrisson. Hein. Donc c'est vraiment cette impression-là qui est là. C'est puissant. Hein. Et puis après, dans son évolution, on ne lui a jamais appris, ou il n'a pas eu l'occasion de développer cette pensée qu'il peut effectivement vivre sans un lien spécial à un moment donné. Évidemment, on ne peut pas vivre sans lien. On sait que par exemple, si vous êtes isolé pendant des mois, vous finissez par avoir des bouffées délirantes. Vous avez besoin d'autres êtres humains pour faire marcher votre cerveau correctement. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. Vous croisez des gens tout le temps et vous pouvez tout à fait vous séparer de quelqu'un sans être anéanti. Mais ça, les gens le comprennent rationnellement, le comprennent intellectuellement. Hein. C'est émotionnellement que ça marche pas. Ce truc-là qui... Donc ça veut dire, cette peur, donc finalement c'est une peur de l'abandon, si je comprends bien, quelque part, qui a été vécue à un stade très très précoce de sa vie. Oui. Jusqu'à quel âge à peu près ça s'installe? Il n'y a pas d'âge particulier. Je veux dire, c'est la posture des parents, leur attitude qui fait que... C'est pas des parents qui vous ont abandonné. Hein. C'est beaucoup plus subtil que ça, comme toujours. C'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est cette impression que vous ne pouvez pas vous en tirer seul. Parce qu'on vous a laissé entendre ça, finalement. Vous savez, une mère qui est tout le temps angoissée parce qui ne dort pas jusqu'à 4 heures du matin en attendant que vous rentriez, donc ça c'est plus tard, mais quelqu'un qui vous fait absolument pas confiance. Donc vous intégrez ce manque de confiance et puis vous le faites porter sur vous. Vous n'avez pas confiance en vous non plus. Sur le modèle de votre mère ou de votre père. Ouais. Des parents qui, sans forcément projeter consciemment sur l'enfant, mais qui eux-mêmes n'ont pas confiance en leur capacité de se réaliser par eux-mêmes, absolument, vont le transmettre. Ouais. Eux-mêmes, d'ailleurs, c'est une longue tradition. Eux-mêmes ont... Pardon. Eux-mêmes ont souvent des problèmes de dépendance affective, l'un ou l'autre, parce qu'ils ont vécu avec leurs propres parents, etc. Alors, des parents qui ne parlent pas, vous voyez, il y a tout un éventail comme ça de critères, mais on peut pas en faire une liste. Je veux dire, c'est à vous de prendre cette responsabilité une fois adulte, justement, quand vous êtes dépendant affectif, de vous dire, mais c'est ma responsabilité, donc on revient sur le concept de la responsabilité. Je suis présent à moi-même et je peux décider de faire des choses. Alors, pour ça, il va falloir mettre ces fameuses limites entre vous et les parents dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a ça. La première chose, j'ai l'impression, quand je vous entends, c'est déjà de comprendre qu'on est capable de... Bien sûr. Parce que des fois, on ne le sait pas, je pense. Ouais. On est capable de faire fatalité. Plein de choses par soi-même. Ouais. Qu'on n'est pas dépendant d'autres personnes. C'est magique, hein, oui. C'est pour ça, ça explique aussi pourquoi les personnes qui sont dépendantes affectives vont rechercher, dès qu'il y a un couple qui s'interrompt, vont aller chercher une autre personne. Très vite, oui. Parce qu'en fait, c'est le lien. Voire même n'importe qui. Hein. Ouais. C'est le lien qui prime, c'est pas la personne. Exactement. D'ailleurs, c'est une question d'attachement, l'attachement n'étant pas une question de sentiment. L'attachement, c'est une question de sécurité. Donc, dans la théorie de l'attachement,
on s'attache par sécurité. Qui est la personne vers qui vous vous tournez quand vous êtes en danger? Ben là, vous avez la réponse à qui vous êtes vraiment attaché. Si c'est vos parents, il y a encore un attachement en tant qu'adulte trop fort avec les parents. Voyez, donc petit à petit, il faut pouvoir diversifier ces attachements. Mais encore une fois, ce n'est pas des sentiments. L'amour, c'est autre chose. Hein. Comment vous faites la différence justement entre l'attachement et l'amour? L'attachement, c'est défensif. C'est-à-dire, je vais vers les personnes qui me sécurisent, qui me protègent. Et ce n'est pas forcément des personnes qui m'intéressent, qui ont des qualités qui pourraient me faire grandir ou que je pourrais faire grandir. C'est purement utilitaire. Alors évidemment, c'est agréable de se dire, tiens, cette personne me sécurise, ça me fait du bien, mais il faut se poser la question, est-ce que j'aime ces qualités? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement capables de dire ce qui leur plaît et se contentent de dire, bah, je me sens mieux. Donc ça veut dire que c'est pas de l'amour, ça veut dire que c'est de l'attachement. Ouais. Quand on n'arrive pas à définir ce qui nous plaît chez l'autre, ça veut dire que c'est plutôt de l'attachement. Oui, ou plutôt quand on sent qu'on est attiré plus pour des raisons de sécurité. Donc des raisons utilitaires, vous voyez. Et c'est souvent ce qui se passe aussi pour quitter les gens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à quitter parce qu'on est très vite angoissé. Donc on s'aime plus, on se chamaille, machin, ça marche plus, mais on n'arrive pas à se quitter. Alors là, les gens ne comprennent pas. On s'aime plus, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on va arriver à se séparer, vous voyez? Parce que vous allez vous retrouver dans une situation de grande vulnérabilité. Donc, ça, c'est lié à la dépendance affective? bien sûr, oui. D'accord. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à quitter son conjoint, même si que on vous n'aimez plus, qu'on n'aime plus depuis X années, ça veut dire qu'on est indépendant affectif. ça veut dire qu'il y a une dépendance affective, en effet. Et une dépendance. Parce que c'est pas l'image qu'on a des dépendants affectifs. On croit souvent qu'en fait, ils vont de relation en relation et ils échouent. Mais pour autant, on peut être dans une relation depuis très longtemps, mais qui en fait n'est pas une vraie relation d'amour. Absolument. Donc vous n'arrivez pas à sortir de la base de sécurité. Donc dans la théorie de l'attachement, on parle de la base de sécurité, c'est les parents, c'est la famille. Mais vous avez des bases de sécurité secondaires, comme les conjoints, les couples. Et là c'est pareil, bah, comme vous n'êtes déjà pas arrivé à sortir de la première, et que vous êtes encore en position d'enfant de vos parents, comment vous voulez sortir de la deuxième base de sécurité, celle que vous avez constituée dans votre couple? Vous n'en êtes pas plus capable, vous voyez? Donc il faut commencer le travail du côté des parents. Alors pourquoi il faut commencer par les parents? Mais parce que si vous êtes aujourd'hui bien qu'adulte et payant vos impôts, travaillant, etc., alors oui, il y a la façade de la responsabilité sociale, très bien. Pour autant, vous n'êtes pas responsable du point de vue existentiel. Et donc, vous êtes finalement dans la position de l'enfant, voilà, déguisé en adulte. Hein. C'est souvent ce que disent les gens. Hein. Moi, j'ai peur qu'on voit l'enfant qui est à l'intérieur quand je suis au travail, etc. Bon. Effectivement, il y a l'impression d'avoir cet enfant intérieur. Mais d'où il vient? D'où ça vient ça? Ça vient du fait que c'est vos parents qui ont fait de vous un enfant. Vous êtes arrivé dans ce monde, et du fait qu'ils soient là et qu'ils aient cette relation avec vous, ça vous a donné le statut d'enfant que vous avez connu hein, jusqu'à à peu près 18 ans. Bon. Donc c'est avec les parents qu'il faut casser ce type de relation et ce statut. Alors il ne s'agit pas d'aller leur demander hein, est-ce que je peux être un adulte, s'il vous plaît? Pas du tout, ça se prend, ça ne se demande pas. Donc, Parce que si ça se demande, c'est qu'on est un enfant encore. Exactement. Vous voyez comment c'est paradoxal très vite. Est-ce que je peux vous demander l'autorisation de ne plus être considéré comme un enfant, mais comme un adulte, etc. Ça ne marche pas. Vous devez le faire de vous-même, sans leur demander leur avis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser et renverser la table. Hein. Comment ça peut se traduire, par exemple? Il faut être à la même hauteur que ses parents. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne me sens pas à la hauteur dans mon boulot, dans mon truc, dans tout ce que je fais. » tout. De quelle hauteur on parle? On parle exactement de la hauteur de ses parents, à soi, hein, pas en général, de ses parents. Donc l'idée, c'est d'arriver à la hauteur de ses parents. De sentir leur égal? De se poser face à eux en tant qu'adulte, face à des adultes. Vous voyez? Donc ça passe par ce qu'on va leur dire, ce qu'on va leur demander, donc d'où l'importance de mettre des limites, mais aussi d'aborder des sujets qui les concernent eux en tant qu'hommes et femmes, et pas seulement en tant que parents. Nos parents, on les connaît par cœur. On sait que papa et maman, ils font ceci, cela. Mais en tant qu'hommes et femmes, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé? Qu'est-ce qu'ils ont raté? Qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur? Alors souvent, ce que je propose, c'est d'avoir une discussion avec ses parents sur les principes d'éducation qu'ils ont voulu mettre en place dans notre histoire. Pourquoi? Parce que ça fait césure dans votre parcours. Si vous en parlez,
sans les critiquer. La question n'est pas là, hein, c'est pas de... D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. L'idée, c'est que vous discutez de ces principes pour dire, l'enfance est terminée. La famille d'avant, elle est révolue, elle n'existe plus. Une fois que vous êtes adulte, c'est fini. Vous êtes dans une autre famille, hein, c'est une autre famille. Et après, l'autre chose qui est très importante, c'est tout ce ressentiment que vous avez à l'égard de vos parents. Et parfois c'est d'ailleurs à cause d'événements dramatiques, hein, viol, inceste, etc. Coups, agression physique, mais généralement, disons plus généralement, c'est plus subtil que ça. J'ai pas eu assez de reconnaissance, d'affection, etc. Tout ça, il va falloir tirer un trait là-dessus. Vous ne pouvez pas passer votre vie à poursuivre vos parents en disant réparer vos fautes. D'abord, un, ils ne peuvent pas réparer, comment vous voulez qu'ils réparent ce qui est passé? Et deuxièmement, les poursuivre sans cesse en disant bah, ils m'ont maltraité, ils ont fait ceci, cela, c'est vous condamner à rester dans la position de l'enfant. Donc vous êtes obligé de dépasser. Vous ne pouvez pas réparer, mais vous pouvez dépasser ça. Et comment on le dépasse? Juste en prenant conscience et en pardonnant, j'ai envie de dire. Alors, pardonner, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est vrai que c'est mieux, mais ça ne se commande pas. Le problème, c'est ça, c'est que ça ne se commande pas. C'est vrai que de dire je ne t'en veux plus, c'est très beau, très fort, mais c'est un sacré travail. Hein. Alors, le dépasser, c'est déjà commencer par ne pas chercher réparation. Alors ça, c'est facile à penser, vous interdisez de chercher réparation. Et la deuxième chose, bah, c'est d'avancer, encore une fois, de mettre ses limites avec vos parents et peut-être aussi de penser que vous n'êtes pas déterminé absolument par ça. Voyez, c'est que vous êtes libre, hein, vous avez cette possibilité de changer les choses. Vous avez même la possibilité, je le crois, de modifier votre style d'attachement. S'il n'est pas sécure, vous pouvez devenir de plus en plus sécurisé. Et alors justement, une fois qu'on a fait ce travail avec ses parents, comment on change notre style d'attachement? Ah bah il change au fur et à mesure en fait. C'est pas je fais ça avec mes parents et mon style d'attachement change. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire ce travail-là, ce qui n'est pas évident déjà, il faut déjà un petit peu de temps, vous allez petit à petit être capable de, encore une fois, être votre propre mère, votre propre père. C'est-à-dire de tenir debout sans forcément qu'on vous tienne la main, quoi. Et ça, c'est un entraînement quotidien. Et c'est ce qui vous permettra de venir à bout de toutes sortes de peurs, hein, qui sont la peur de l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est qu'il y a l'enfant qui est caché là-dedans et vous avez peur qu'on le voit. Mais à partir du moment où vous mettez les limites avec vos parents, il n'y a plus cet enfant qui fantasmé. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un enfant là-dedans, hein, mais disons du point de vue émotionnel, vous arrivez à dépasser ça et à mettre ce qui appartient à l'enfant. D'ailleurs, on dit souvent il faut garder l'enfance, on valorise ce truc, c'est pas ça qu'il faut faire du tout. Il faut effectivement valoriser ce qui relève disons, de l'origine, de ce jaillissement d'énergie qu'il y a dans le bébé, le nourrisson, la curiosité, la joie, l'énergie, etc., l'enthousiasme. Mais par contre, il faut maîtriser tout ce qui est pulsionnel et chaotique. Donc, et ça, vous êtes obligé de mettre des limites. Vous voyez? Pour autant, on peut le vivre quand même, mais le cadrer. Oui, c'est ça. Quand vous parlez de pulsion. Bah, les pulsions, il faut les cadrer, oui. Il faut les maîtriser. Donc, on les maîtrise par le sentiment de responsabilité. Je regarde ce que je fais. Alors, moi, je donne des exercices. Hein, parfois, simplement arrêtez-vous au feu rouge piéton. Hein, vous pouvez traverser parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc, tout le monde traverse. Mais vous pouvez vous entraîner là en vous disant, mais moi, je vais décider que je ne traverse pas au rouge et je vais m'obéir. Alors même que j'ai envie de traverser parce que je suis pressé, tout le monde est pressé, sans bien savoir pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tout doit aller vite, etc. Vous allez voir que vous arrivez à vous entraîner comme ça en disant je ne traverse pas au feu rouge. Donc vous vous obéissez, vous mettez ces petites limites quotidiennes, mais il y en a plein hein, des limites qu'on peut mettre comme ça. Hein. Vous parlez dans votre livre de l'intolérance à la frustration, qui est caractéristique de l'enfant. Oui. Donc ça veut dire que si on l'a une fois adulte, c'est aussi un signal. Absolument. Ouais. Oui, c'est tout à fait caractéristique de l'enfant. Mais pourquoi l'enfant est intolérant à la frustration? C'est que, vous savez, il vit dans une bulle, on vit tous dans une espèce de bulle qui a une taille différente suivant les âges. Et chez l'enfant, elle est très restreinte. C'est-à-dire que pour un petit enfant, demain n'existe pas. Si vous dites ce bonbon, tu l'auras demain, sa frustration est d'autant plus grande que demain, ça n'existe pas pour lui. Sa bulle de temps, elle est là, vous voyez. Et en grandissant, vous voyez bien que vous êtes capable d'attendre demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, de vous projeter.
Pareil pour, pour l'espace, tout vous paraît tellement loin. Pareil pour la relation. C'est-à-dire vous êtes soit plutôt centré sur vous, soit vous avez un peu plus d'empathie et vous êtes capable d'imaginer d'autres personnes. Bon, c'est cette bulle, en fonction de sa taille, vous êtes plus ou moins tolérant, vous êtes capable de faire les choses en temps et en heure, de ne pas procrastiner. Ça, si vous procrastinez, c'est aussi un signe de dépendance, en tout cas d'immaturité, disons. Voilà. Vous voyez, parce que procrastiner, ça veut dire pourquoi je ferai un truc maintenant que je dois rendre dans un mois? Je vais attendre le dernier moment. Comme ça, je verrai les conséquences de mon action. Alors que si vous avez une bulle de temps un petit peu plus grande, vous dites, je peux le faire maintenant pour dans un mois, j'arrive à imaginer ce que c'est. Prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur tout ce qui nous arrive. C'est ça. C'est vraiment une question d'univers, quoi. Si vous êtes... la part enfantine, elle est d'autant plus forte que vous repérez chez vous de l'impatience, de la nervosité, de l'envie d'aller vite, etc. Ce qui peuvent être parfois des qualités mises en avant dans notre société. C'est paradoxal. Oui, si c'est pertinent. Il y a un moment où il faut aller vite, être rapide, etc. D'accord, ça c'est pertinent. Mais être rapide tout le temps, il y a même des gens, moi je connais même des gens qui dorment vite, donc ils se réveillent systématiquement 2 heures avant leur réveil parce qu'ils sont pressés. Donc ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est parce que c'est leur corps, etc. Non, c'est leur mode d'être. Donc la même personne donc, qui se réveille 2 heures avant son réveil, qui est célibataire, quand elle mange son dessert, elle lave déjà la vaisselle de l'autre main. C'est pour vous dire quelles extrémités on en arrive. D'accord. Donc finalement, quand on est dépendant affectif, ça se joue en fait partout dans notre quotidien déjà. Ah oui, partout, c'est imprégné, dans tout, la manière de ranger les meubles, de vous habiller, de vous coucher, de manger, tout. Et donc, aussi la relation de couple. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme petit conseil du quotidien justement pour commencer à travailler là-dessus? Ben, je vous dis, il y a ces petites choses que vous pouvez vous forcer à faire, comme le feu rouge piéton. Se Il y a mettre des limites? se mettre des limites. Se mettre des limites à soi-même. Mais si par exemple vous travaillez sur le sommeil, eh ben, essayez d'identifier à quelle heure il serait bon de vous coucher, en fonction de ce que vous voulez, et essayez de vous y tenir. Il n'y a que vous qui pouvez vous obliger à faire ça. Pour la nourriture, c'est pareil. Si vous avez tendance à avoir des frigos qui débordent de stock, des placards pleins, des caves pleines, c'est pareil, vous êtes dans la profusion, il n'y a pas de limite. Cherchez là où il n'y a pas de limite et où vous pouvez en mettre. C'est ça l'exercice, mais ça se voit au cas par cas, ça. Et puis évidemment, le travail de fond, c'est quel rapport vous entretenez avec vos parents réels et vos parents intériorisés. Donc, il y a plein de choses. Hein. Qu'est-ce que je dis? Il y a la règle PCR, pas de conseils, pas de plainte, pas de conseils, pas de reproches. Il y a toutes sortes de choses à faire. Et plus concrètement, dans une relation amoureuse justement, quelles sont les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, pour un dépendant affectif, pour aussi travailler là-dessus, sur cette relation? La bonne pratique, Du début de la rencontre ouais, à la c'est suite. d'éviter de faire des demandes infantiles. Donc essayez d'identifier vos demandes infantiles à partir de vos failles, c'est-à-dire je ne me sens pas à la hauteur, je n'ai pas confiance dans le lien, etc. Donc, et éviter de faire ces demandes à l'autre. Vous pouvez donner Appuyez, un exemple, parce que là vous faites de la théorie, mais au niveau pratique, comment ça peut s'illustrer ça? bah, par exemple, je sais pas, si j'ai besoin d'être rassuré tout le temps, euh, je peux entendre que vous ayez besoin d'être rassuré de temps en temps dans ce que vous entreprenez, mais si vous avez besoin d'être rassuré tous les quarts d'heure, là il y a un problème. Si vous rassurez d'ailleurs à la fois sur votre valeur et sur la présence de l'autre, sur son engagement, il vous dit une fois qu'il vous aime et que voilà, c'est pas besoin de l'avoir tous les quarts d'heure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse tout de suite non plus à vos messages. Il faut être capable d'attendre 1 heure, 2 heures. Voilà, enfin bon, après ça varie selon les gens, mais c'est vraiment des choses très très concrètes de ce type-là, quoi. Est-ce que ça veut dire que dans la rencontre amoureuse, quelque part, on va aller donc chercher quelqu'un qui va venir combler nos Aux failles. failles, nos Ouais. peurs? Et donc, est-ce que ça veut dire que justement, dans cette phase d'approche, il faut être vigilant à pas aller chercher ça en premier? Ouais. Il faut voir d'abord ce que l'autre demande, en fait, et puis ce que vous aurez tendance à demander et à faire et à donner aussi. Hein. Donc, si on a un problème d'estime de soi-même, par exemple,
ne pas dire ah bah cette personne c'est la bonne parce qu'en fait elle m'a rassuré sur mon estime de moi-même. C'est ça. C'est pas le critère principal. Et puis j'ai même pu lui dire, de toute façon je me sens nul, je suis pas à la hauteur, de toute façon tu es tellement mieux que moi, je te mérite pas, etc. Voilà. Ça. Alors il y a aussi la précipitation, les gens qui se précipitent dans la relation, vous les repérez. C'est-à-dire, vous les rencontrez, le lendemain ils vous disent je t'aime, et le surlendemain ils veulent se marier. Donc enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, ça va très très vite. Et quand ça va très vite, c'est jamais bon signe. Donc si vous-même vous allez vite, freinez, travaillez la patience. Tout ça, c'est rendu possible par le travail que vous faites sur les parents à l'origine. Hein. Donc, parce que vous sortez de la position de l'enfant et que petit à petit, vous êtes capable d'avoir cette fameuse bulle de temps, d'espace, vous êtes un peu plus patient, vous êtes moins fébrile à vouloir parler tout le temps, avoir des réponses à vos messages. Enfin, vous voyez, c'est ce que je vois moi en séance, souvent dans la dépendance. Et dans vos patients, j'ai pas envie de vous demander un pronostic de temps, mais il faut imaginer à peu près combien de temps pour commencer à être un peu mieux, quoi, à être un peu plus adulte, à faire des choix plus responsables. Je ne peux pas vous dire ça parce que ça dépend de l'engagement que vous allez mettre dans la thérapie. Si là, je vous dis, bah, voyez comment vous pouvez mettre vos parents à distance. Il y a des gens, ça fait 2 mois qu'ils y travaillent, ils n'y arrivent pas. Par exemple, tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un, une jeune femme de 37 ans qui appelle ses parents qui vivent à l'étranger, qui les appelle 3 fois par jour. 3 fois par jour. À 37 ans. C'est Trois comme si elle, fois chaque jour. ouais, c'est comme si elle n'avait pas quitté la maison familiale, qui se trouve à l'étranger à des milliers de kilomètres. Vous voyez. Et pour autant, vous expliquiez tout à l'heure, parfois on ne peut ne pas s'appeler, ne plus avoir de contact, mais avoir encore une forme d'attachement à ses parents par l'opposé, j'ai envie de dire, parce qu'on les a rejetés. C'est pas. Non, non, oui, Non. alors on peut les avoir rejetés ou pas, mais c'est qu'on vit toujours selon leurs principes. Donc leurs principes, leurs convictions, voilà, enfin sur ce qu'on doit être dans la vie. Alors parfois c'est des principes moraux qui sont tout à fait banals, c'est-à-dire faut pas voler, faut pas mentir, mais parfois c'est il faut voter à droite, voter à gauche. Bon voilà, c'est toute une vision de la vie dont il faut se séparer. Alors il faut faire le tri un peu dans son esprit, hein, son mode d'être, ses habitudes quotidiennes, hein, très triviales. Et c'est ça qui vous permet de vous décoller. Alors la jeune femme dont je parlais, qui appelle ses parents 3 fois par jour, ça fait plusieurs mois qu'elle travaille là-dessus et elle n'arrive pas à modérer. Donc si elle pouvait déjà passer à 1 fois par semaine, ça serait une victoire. Mais c'est une question de courage. Voilà, il y a des gens qui vont être un peu plus radicaux que d'autres. Donc si vous attendez en vous disant il y a un moment ça va venir, bon oui, mais il y a des gens plus rapides que d'autres. Et voilà. Et puis parfois c'est peut-être plus, vous disiez, c'est peut-être plus subtil quand vous parlez par exemple de système de valeurs. Peut-être qu'on n'appelle pas ses parents 3 fois par jour ou même 3 fois par semaine, mais qu'en fait on a épousé inconsciemment tout leur fonctionnement Oui, et qu'on reproduit intégralement qui ils sont sans pour autant les c'est appeler ça, 3 fois par jour. c'est ça, Et complètement. ça aussi c'est de la dépendance quelque part. Bien sûr, oui, vos parents vous habitent, hein, il y a des parents intérieurs, donc il faut arriver à faire la part et à les chasser de votre corps, même parfois quand je travaille sur le surpoids c'est la présence des parents, souvent. Pas toujours. Souvent, c'est les parents qui sont à l'intérieur de vous. Sortez de ce corps. Quel est le lien? Quel est le lien entre le Le surpoids? lien, c'est la position d'enfant, toujours, sans limite, vous mangez, la profusion, etc. Alors, c'est assez compliqué dans un laps de temps un peu court d'expliquer ça en profondeur, hein, mais D'accord. Pour terminer cet entretien, est-ce que du coup vous pouvez résumer un peu les maîtres mots pour oh, le boulot. vous avez 30 secondes J'ai 30 secondes. pour devenir plus adulte, plus responsable. Alors, il faut savoir que si vous êtes dans la dépendance affective, c'est que vous êtes dans une position d'enfant de vos parents. Il faut donc, la clé, c'est donc de mettre vos parents un peu plus à distance, euh, en essayant de ne pas être systématiquement ni dans la plainte, ni dans le conseil, ni dans le reproche, ne pas chercher à être aidé par eux, et surtout arriver à leur hauteur, c'est-à-dire adultes face à des adultes. Ça, c'est la clé. Après, c'est un travail de toute une vie, hein, c'est même spirituel en fait, de continuer à gravir comme ça des stades et à avancer dans sa propre vie. Mais sur le moment, vous aurez peut-être l'impression de faire de la peine à vos parents parce que vous allez casser quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui, ici, en séance, me parlent de leurs parents en disant maman ou papa. Donc, moi qui n'appartiens même pas à la famille, donc
Alors ça, c'est une manière de rester collé. Donc si vous avez tendance à vos collègues à dire maman, j'ai vu maman hier, etc., méfiez-vous parce que chaque fois que vous dites maman, vous vous recollez à votre maman. Voyez. Donc si vous commencez à dire ma mère, hein, j'invite les gens ici à dire ma mère à la place de maman, il y en a qui résistent hein, d'ailleurs, qui n'aiment pas. Vous, c'est ça, peser la limite, clairement. Voyez. Et il y a probablement beaucoup de gens qui vont se dire ah oui d'accord. Ils vont dire ah non ma mère c'est moche. Non non c'est pas moche du tout, ça c'est ce que vous avez appris. Ma mère ça peut être très beau comme expression, ouais. C'est juste légèrement plus désaffectivé que ma maman. Mais vous entendez quand je dis ma maman on voit un petit garçon. Hein. Ou une petite fille. Ou une petite fille. Et quand je dis ma mère, mon père, je parle un peu plus en adulte. Très bien. Merci beaucoup, Aude. Et je vous en prie, merci à vous.